quelques Non, secondes. pas encore, حتى ما كنت le temps que les Vous me signez. Ok. Oui, bien sûr. On commence? Pas encore. مازال ما دخلوش برك les étudiants اللايف. برك اللي يشوفوهم برك باسكو الاخر كوبي تكوب اللايف. Ok. Je commence, oui? On commence? انا ما الحكي ما نبدا. En tout cas, on s'excuse pour cette coupure, les alliés de la technologie en tout cas. On était dans le bilan étiologique. Je disais que le bilan donc, étiologique devrait comporter un bilan biologique avec un bilan inflammatoire, une VS, CRP, une glycémie, un bilan lipidique pour rechercher une hypercholestérolémie essentiellement, une FNS pour rechercher une maladie hématologique, éventuellement d'autres bilans, une fonction rénale, un bilan rénal, un bilan, donc un TPINR pour le bilan coagulation, un bilan selon le contexte. Ça, c'est le bilan minimal à faire devant toute AIT. Un bilan cardiaque également s'impose pour rechercher une cardiopathie embolienne, le CG, l'échocardiogramme, le Doppler des tons supraortiques, le Holter, le TO. Ça, c'est en fonction du contexte et en fonction, bien sûr, de ce que constate le neurologue ou bien a besoin le neurologue, et éventuellement le cardiologue. L'angio TDM et l'angio RM ont pour objectif d'évaluer l'ensemble de l'arbre vasculaire cérébral pour voir s'il y a des sténoses, éventuellement d'autres pathologies, soit dans le cadre de maladies génétiques, soit dans le cadre malformatif, afin de les prendre en charge par les spécialistes. Les principales causes de l'accident ischémique transitoire sont l'athérosclérose, les maladies des petits vaisseaux, donc, qui sont responsables de lacunes. Cette maladie de petits vaisseaux, elle est causée par la lipohyalinose qui fait perdre l'élasticité de ces petites artères, qui fait que la perfusion du parenchyme cérébral ne sera pas adaptée en fonction de l'état fonctionnel. Parce qu'à la fin de compte, au niveau cérébral, chaque fois qu'un secteur est activé, un secteur soit du cortex, soit de la substance grise profonde, donc est activé, il a besoin de plus d'apport sanguin, donc on va avoir des modifications de taille de la lumière vasculaire pour apporter plus de sang.
Donc, quand cette élasticité est perdue, donc, on n'aura plus l'adaptation, donc on va avoir une hypoperfusion au moment de l'activation, ce qui fait qu'on va avoir des formations d'infarctus et une ischémie chronique. Alors, ça, c'est causé essentiellement par l'hypertension artérielle chronique et le diabète. Les angiopathies non inflammatoires, telles que les dissections, la dissection, c'est l'apparition d'un hématome au sein de la paroi artérielle qui fait qu'on va avoir une séparation des différentes tuniques de l'artère et un rétrécissement de la lumière et une hypoperfusion. Ça concerne les gros troncs artériels, surtout l'artère carotide interne et les artères vertébrales. La dysplasie artérielle, toute maladie du cartilage habituellement, donc à prendre en charge. Les cardiopathies emboligènes, telles que les valvulopathies, les troubles du rythme cardiaque et éventuellement les cardiopathies ischémiques allophasiques. Les causes hématologiques, telles que la polyglobule, la drépanocytose, qui est une hémoglobinopathie, la thrombocytémie essentielle et les leucémies. Les autres causes, telles que la consommation de drogue, surtout les drogues dures, donc la cocaïne et l'héroïne, et éventuellement le crack. Médicaments, certains médicaments peuvent entraîner également des pathologies cérébrovasculaires ou bien des modifications des artères cérébraux. Et on a l'angiographie. L'angiographie, c'est un examen complémentaire radiologique dans lequel on fait donc cathétériser une artère cérébrale. Et quand on cathétérise une artère cérébrale, on peut créer un vasospasme réactionnel. Ce vasospasme va entraîner une hypoperfusion locale. Ça peut donner soit un AIT, soit un accident ischémique constitué. On a l'hypotension systémique également. L'hypotension donne une hypoperfusion cérébrale globale, parfois plus sévère dans les côtés où on a une sténose d'une artère, et ça crée donc soit un AIT, soit des AVC ischémiques constitués, ou bien un infarctus cérébral. Alors, la prise en charge en elle-même, c'est un temps capital. L'AIT devrait être pris en charge. La chose qui fait la gravité de l'AIT, c'est ce risque d'avoir des événements donc, dans les suites, ça veut dire la formation d'un infarctus cérébral. Le risque est de 10% dans les 48 premiers. C'est pour ça l'urgence de faire un bilan étiologique et l'urgence de commencer un traitement préventif le plus rapidement possible. Et c'est pour ça, devant un AIT, il faut se comporter comme devant un AVC ischémique constitué ou bien un infarctus cérébral. Le patient doit avoir un accès à donc une unité neurovasculaire avec éventuellement un service de radiologie pour un bilan radiologique complet, de diagnostic positif et un bilan étiologique exhaustif éventuellement afin de rechercher la cause et de commencer un traitement précoce donc à titre préventif. Le traitement en lui-même, c'est vrai, un événement passager comme ça est transitoire et spontanément régressif. Normalement, on ne devrait pas s'inquiéter, mais au fait, c'est un signal d'alarme qui est un dysfonctionnement du système vasculaire cérébral et donc le risque de survenue d'infarctus est très important et imminent. Et donc, on a besoin de faire un traitement. Donc, stricto sensu, il n'y a pas de traitement de l'AIT, mais c'est un traitement de la cause de l'AIT et la prévention de l'infarctus cérébral. Donc, on doit commencer ou bien débuter un traitement par aspirine pour éviter la survenue d'un infarctus cérébral. Ce traitement antithrombotique sera ensuite adapté en fonction de la cause. Ça veut dire parfois, les causes, c'est des cardiopathies emboligènes. Les antithrombotiques, ça veut dire le traitement anti-agrégant plaquettaire n'est pas efficace. Donc, on doit passer aux anticoagulants éventuellement et traitement de la cardiopathie spécifique. Cependant, ce qui est recommandé maintenant, dès que vous en avez un diagnostic d'accident ischémique confirmé, éliminez votre contre-indication à l'utilisation de l'aspirine, donnez un bolus d'anti-agrégant plaquettaire d'aspirine, 300 mg, en une seule prise, en même temps que vous faites après l'imagerie. Et donc, ça va éviter aux patients d'avoir la survenue d'un AVC ischémique dans les suites de son AIT ou bien la récidive de l'AIT en lui-même. Donc, j'ai terminé. Si vous en avez des questions, vous pouvez les poser éventuellement. Rami? Bonjour, Rami. Bonjour, s'il y a des questions, hein, ils peuvent poser des questions s'ils veulent. Je vois le chat, il est vide. S'il y a quoi que ce soit, hein, sinon. Le temps pour les questions, qu'il tape les questions. Pardon?
Pas de questions? Rami, il n'y a pas de questions? الحكيم. Il n'y a pas de questions. سي عندي كيستيون ما طلعوش في الشات نقراهم لكم. Pardon? Non, ma il n'y a aucune question. Ah si. D'accord. Je vais dire. S'il y a une contre-indication d'utiliser l'aspirine ou on utilise quoi? La première question. Bien. C'est la contre-indication pour l'aspirine, c'est ça? La dernière question que je vois. Alors, s'il y a une contre-indication à l'aspirine, c'est-à-dire un antiagrégant plaquettaire, ici, on est amené à s'arrêter. C'est vrai, on a d'autres antiagrégants plaquettaires tels que le clopidogrel qu'on peut utiliser, qui a une contre-indication dans le sens ulcère de l'estomac. Mais par contre, s'il y a un saignement intracérébral, toutes les antiagrégants plaquettaires sont contre-indiqués. Si par contre c'est une contre-indication spécifique à l'aspirine, c'est-à-dire l'ulcère, éventuellement la thrombopénie, ça on peut utiliser d'autres antiagrégants plaquettaires tels que le clopidogrel. Alors, il y a une question, pourquoi les contraceptifs peuvent causer des AIT? Alors, la contraception orale, c'est une hormonothérapie qui fait augmenter, j'allais dire, le risque de formation d'embolie, de thrombus intra-artériel. C'est source de thrombose veineuse, donc ça crée une thrombophilie, comme on dit, une thrombophilie acquise, secondaire à l'utilisation de cette hormonothérapie, et donc c'est pour ça qu'on a le risque d'avoir des accidents ischémiques. Alors, les autres, il y a aspirine, est-ce qu'on la donne après confirmation? Habituellement, on a besoin d'une confirmation radiologique, mais maintenant, quand on a deux éléments qui sont importants, à savoir les données de l'interrogatoire qui sont en faveur. Deuxième élément, c'est quand on a les données, les données de l'examénologique, ça veut dire disparition complète des sinologiques, on a la confirmation de diagnostic d'AIT. Quand on est certain qu'il n'y a pas de céphalée, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de risque important de saignement, on peut donner l'aspirine même si on n'a pas encore la radiologie. Ça, c'est dans certaines recommandations, surtout la recommandation européenne et française. Mais l'idéal, c'est d'avoir bien sûr une imagerie avant de décider de faire le bolus. Mais elle peut se faire quand on n'a pas de TDM et quand on est certain que donc les éléments cliniques et interrogatoires sont en faveur de
l'AIT. Oui, l'ILM, ça peut ne pas être indispensable pour donner l'aspirine à dose anti-agrégant plaquettaire. Hein, si on a la confirmation de diagnostic, si vous avez un scanner, déjà, c'est plus rapide à faire, c'est moins cher. Ça peut avoir donc faire le traitement préventif à base d'aspirine. Alors, 6. Aspirine, est-ce qu'on la donne après confirmation? Oui, bien sûr, je viens de vous l'expliquer comment. Une autre, donc il n'y a pas de traitement de relais. Si vous donnez le bolus, et par la suite, je vous ai dit, il faut adapter le traitement préventif qui sera en fonction de l'étiologie. Si vous avez une athérosclérose, on va donner uniquement de l'aspirine, éventuellement traitement spécifique de l'athérosclérose, statine ou traitement chirurgical. Et si vous en avez si vous en avez une cardiopathie emboligène, c'est les anticoagulants. Est-ce que l'hospitalisation est obligatoire pour l'AIT? Dans la phase aiguë, dans les premières 24 heures, les premières heures, oui, c'est possible de faire. Maintenant, tellement les hôpitaux sont pris. Alors, on a ce qu'on appelle les TIA clinics. Ça fait une partie de l'unité de neurovasculaire. Donc, c'est des salles où on voit le patient, on fait notre exploration éventuellement, surtout pour la confirmation de diagnostic, et on fait commencer un traitement donc, préventif. Et par la suite, si on a possibilité de faire immédiatement un ECG, une échocardio et un Doppler, ça c'est les 3 examens indispensables, on les fait le premier jour et par la suite compléter le bilan étiologique en dehors et on commence un traitement préventif par de l'aspirine uniquement quand on ne voit pas de cardiopathie emboligène. Pourquoi la consommation de potassium et de magnésium diminue le risque? Alors le potassium, vous savez, le potassium est un oligo-élément qui est très important comment s'appelle dans non seulement la transmission nerveuse, hein, mais également dans la prévention vasculaire, dans la prévention de lésions au niveau de la paroi artérielle. C'est ça la cause qu'il est bénéfique. Le magnésium, c'est un oligo-élément qui entre dans pas mal de fonctionnalités, surtout soit des parois artérielles, soit également de métabolisme spécifique, soit des cellules de la paroi artérielle, soit des cellules neuronales. Il n'a pas une action, il a une autre action spécifique, c'est qu'il est vasodilatateur et non pas vasoconstricteur. Ça favorise un petit peu le maintien d'un débit sanguin cérébral important. Est-ce que l'hospitalisation est obligatoire? Je vous ai répondu déjà. Mais avec contre-indication des anti-agrégants. Si on est sur une AIT, mais avec contre-indication aux anti-agrégants plaquettaires, on donne quoi? Je vous viens de répondre. S'il y a contre-indication absolue, et ça c'est exceptionnel de l'avoir, il faut voir habituellement est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser les anticoagulants ou bien il y a possibilité d'utiliser autre chose. En fait, maintenant, l'arsenal thérapeutique en matière d'anticoagulants est en train de s'étoffer, donc on a d'autres anticoagulants, on a de l'aspirine, on a de clopidogrel, on a silestosol qui n'est pas disponible en Algérie, mais qui peut être utilisé même si en cas de saignement. Et on a également d'autres qui sont sur le pipe de la production pharmaceutique. Pourquoi l'Holter? Pour le bilan étiologique. L'Holter, c'est pour rechercher des troubles du rythme cardiaque. C'est important. Soit des troubles qui sont paroxytiques, qui n'apparaissent pas sur un ECG standard. Donc, on a besoin d'un Holter de 24 heures pour rechercher les cardiopathies emboligènes rythmiques. En matière de conséquences, l'AIT n'est pas aussi grave. Non. La conséquence immédiate, non, parce que ça va disparaître. Mais c'est un signal d'alarme, je viens de vous le dire, qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des artères cérébraux, donc il faut le prendre en charge. Vous n'avez pas lu la slide, on fait un bilan immunologique quand même, on en a parlé. Donc, je termine à l'ami, je crois c'est bon, j'ai répondu à la plupart des questions. Je vous remercie. Donc, je ne sais pas, donc il est midi déjà, je ne sais pas ce qu'on peut faire le deuxième cours d'ici une demi-heure ou non. Ah, l'ami. D'ici une demi-heure, pas de problème. Midi 30, t'inquiète qu'on va commencer. OK? D'accord. Très bien. Vous m'envoyez un autre lien. Vous allez m'envoyer un autre lien, c'est ça? D'accord, un autre lien.
Ouais, ok. Merci, Rami. Au plaisir. beaucoup الحكي يعطيك الصحة.